Très bien, bonjour à tous. Alors, j'ai commencé en train de mettre en place le système pour pouvoir partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous savez me faire un retour sur les commentaires si le son est OK? Le son est correct? Alors, du coup, là, j'ai actuellement donc vos commentaires qui défilent sur mon écran, donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin. Je vais pouvoir réussir à les consulter. Très bien. Donc du coup, au niveau de l'écran, donc vous devez pouvoir mettre en plein écran également, je pense, votre écran pour peut-être mieux voir les images que je vais pouvoir partager avec vous. Donc là, moi, je vais cacher une partie, voilà, des visuels. Du coup, ça, je vais l'enlever. Ça, voilà. Plutôt comme ça, ce sera mieux. Voilà, donc là, du coup, j'ai partagé l'écran du logiciel Généatique. Donc je suis avec le logiciel Généatique 2021, donc actuellement à l'écran. Alors j'espère que pour vous, c'est pas trop petit au niveau du texte, puisque là j'ai un écran de haute résolution devant moi et je partage cet écran haute résolution avec vous. Alors j'ai peut-être ma photo qui pour l'instant est disponible dans le bas de l'écran à droite. Bon, je l'enlèverai ensuite quand je pourrai vous commenter un petit peu les choses. Alors du coup, première chose importante, on est ici avec un logiciel qui est Généatique 2021, donc c'est l'édition du logiciel qui est sortie il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Généatique 2021, donc c'est un logiciel qui est destiné aux amateurs de généalogie, amateurs éclairés ou débutants, hein, puisqu'on a un outil qui est vraiment très complet et adapté pour tous. Alors vous avez ici donc l'écran d'accueil du logiciel Généatique 2021. Donc cet écran d'accueil, c'est l'écran que vous allez beaucoup utiliser, qui est l'écran pour saisir vos données de généalogie. Et donc vous avez en fait cet arbre généalogique qui est à la fois, vous voyez, un arbre de généalogie ascendant et aussi un arbre de généalogie descendant. Donc on a ce qu'on appelle un arbre mixte. Donc si j'explique un petit peu cet arbre généalogique que l'on voit ici à l'écran, vous êtes, vous voyez, sur un Philippe Dessieux, ici par exemple au centre de l'écran. Eh bien, je vais pouvoir remonter la branche ici vers Claude Dessieux, son père. Et puis si je monte ici, j'ai la mère, Marcel, Turgot, très correctement, très simplement. Alors, au niveau des liens de parenté, donc vous avez les liaisons. Si je prends ici ce Claude Dessieux, eh bien, je continue à monter. J'ai la fiche ici de Jean Dessieux et la grand-mère là-haut qui est Joséphine Morand. Donc voilà un petit peu la façon de monter dans l'arbre généalogique. Vous avez à côté les frères et sœurs ici de Philippe. On a son frère Gilles et sa sœur Céline qui sont présentés. Vous avez, alors là, vous avez des choses nouvelles dans Généatique 2021. Vous voyez ces petites liaisons qui sont inclinées comme ça. C'est pour signifier que vous avez des jumeaux dans votre généalogie. Et ici, vous avez précisément deux jumeaux, Pierre et Jacques Dessieux, donc tous deux frères de Claude Dessieux. Donc on vous présente cette liaison ainsi pour montrer les jumeaux. C'est effectivement une nouveauté également de Généatique 2021. Vous avez ensuite ici dans la partie basse, on a vu ici Philippe Dessieux avec ses deux conjoints ici, Anne-Sophie et Marie-Charlotte. Et puis enfin les enfants d'Anne-Sophie et Philippe ici qui sont Martin et Manon. Donc voilà un petit peu la généalogie descendante. Et puis de ce côté-ci, pareil, on a un couple avec ses deux enfants ici, Paul et Amélie. Donc le principe de génétique, peut-être pour certains de vous, vous le connaissez, c'est donc de cliquer sur une case de personne, évidemment, et quand je clique sur une case de personne, automatiquement, dans la partie basse, vous avez automatiquement tous les éléments en relation avec la fiche de personne. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire passer le fait également quel est votre niveau utilisateur de Généatique. Est-ce que vous utilisez Généatique depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, pas plusieurs siècles, mais dites-moi un petit peu voilà, où est-ce que vous en êtes au niveau de l'utilisation du logiciel. Ça me permettra de mieux vous cerner, de mieux vous connaître et peut-être de mieux répondre après à votre attente de ce que vous attendez ce matin dans l'usage du système, du logiciel. Alors, j'ai un commentaire de Gérard là qui me dit qu'il est sur son téléphone. Oui, c'est sûr que sur un téléphone, ça va être un peu petit. Sur l'ordinateur, peut-être le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de vous connecter sur votre compte Facebook habituel sur votre ordinateur et puis ainsi pouvoir, comme ça, avoir l'accès au plein écran sur l'ordinateur. Parfait, c'est tout bon du coup. Merci. Alors,
Donc voilà, je commence à voir les commentaires de personnes qui utilisent donc depuis 95 le logiciel, depuis pas mal d'années, très bien. Depuis 2019, OK. 2004, c'est ça. Voilà, donc on a affaire à des amateurs éclairés déjà du logiciel, en partie. Donc là, ici, je vous présentais la personne centrale avec les conjoints et les enfants. Vous avez, du coup, on a vu la case, la partie basse. Donc, la partie basse, le premier écran de la partie basse, c'est l'onglet Essentiel. L'onglet Essentiel, c'est donc l'onglet qui permet d'avoir les données de saisie de la personne. Donc, lorsque vous êtes en saisie, bien évidemment, vous avez besoin de savoir le nom, les différents prénoms de la personne que vous êtes en train de modifier, saisir. Ici, on a les 3 rubriques masculin, féminin ou inconnu. Différentes données, le numéro SOSA. Peut-être, vous connaissez tous le numéro SOSA qui permet de numéroter vos ancêtres. Donc, il y a le point de départ, le numéro 1 qui est le Decujus. Donc ici, on a Anne-Sophie qui est on a ici l'enfant Manon qui est le numéro 1, et puis les parents, Anne-Sophie et Philippe 2 et 3, et puis ainsi de suite, les parents, les grands-parents, etc., ont tous un numéro SOSA. Et les collatéraux, eux, n'ont pas de numéro SOSA, donc les frères et sœurs, eux, ne sont pas numérotés. Cependant, ils sont bien sûr sur l'arbre et tout à fait accessibles. Alors, du coup, je voulais vous montrer maintenant les différents événements qui sont disponibles. Ici, vous avez les naissances, la naissance, le baptême, l'union, le décès, l'inhumation. On a placé ici 5 événements principaux sur l'écran de saisie. Ces 5 événements, du coup, permettent de facilement pouvoir cliquer directement dans la zone ici. Et dans cette zone, on va pouvoir modifier une donnée très simplement. Mettre une date, mettre un lieu. Alors, je vous rappelle, quand vous mettez une date, vous n'êtes pas obligé de saisir la barre de fraction. Vous pouvez directement saisir que le baptême a eu lieu le 13 03 65. Et automatiquement, Généatique, vous voyez, dans ce petit écran qui s'affiche dans la petite bulle, vous donne ce petit résumé bien formaté ici, avec également d'ailleurs depuis combien de jours la naissance a eu lieu. Et quand vous allez faire la touche tabulation, directement, le logiciel va mettre en page correctement la date de naissance. Donc voilà un petit peu pour les dates. Ensuite, pour les lieux. Pour les lieux, vous savez que quand vous commencez à saisir un lieu, si j'écris les premières villes, les premières lettres du nom de la ville, automatiquement, Généatique, à droite, si vous regardez ce qui se passe à droite, vous avez automatiquement une sélection qui va se faire. Donc ici, Généatique vous propose les premières villes qui commencent par ce que j'ai demandé ici. Donc, si je mets le S à Nantes, je me trouve avec 2 entrées ici, Nantes et Nantes-en-Ratier, qui sont 2 communes en France, qui commencent par Nantes. Si on n'est pas sur la France, vous avez bien sûr ici dans la partie haute, à droite, dans la partie pays, la possibilité de pouvoir choisir les pays qui vous intéressent. Donc on peut restreindre, préciser la zone géographique des recherches qui peuvent être intéressantes. Alors, au niveau ici des numérotations, la numérotation SOSA, j'ai déjà des questions sur les SOSA. Alors, est-ce que c'est le numéro pair, est-ce que c'est le numéro impair, et comment, et qui, et pour qui, est-ce que ce sont pour les hommes, pour les femmes, etc. Comment ça se passe? Alors, en fait, si je prends ici le grand-père, Claude Dessieux, vous voyez, le grand-père ici porte le numéro 4. Donc finalement, quand vous avez une personne qui a un numéro, prenons par exemple le grand-père qui a le numéro 4, eh bien son père, ce sera le double. Vous voyez, donc ici, si je me mets sur Jean Dessieux, son père, ce sera le double, ce sera donc 8, ainsi. Et donc, par ce calcul, pour le père, on multiplie par 2, donc vous vous rendez bien compte ainsi que tous les hommes vont porter des numéros SOSA qui vont être pairs. 2, 4, 6, 8, 6, 8, 10, 12, etc. Ça, ce sont les numéros SOSA pour les pairs. Et puis si maintenant je clique sur la mère, eh bien, on est donc par rapport à Claude, qui était le numéro 4, je reviens ici au 4, eh bien, le double, on a dit le double, c'est pour le père, eh bien, je rajoute 1 pour la mère. Donc ici, on était à 8 pour le père, donc ce sera 9 pour Joséphine Morand. Vous voyez, donc c'est bien ça, on a bien ici notre numéro SOSA. Bon, c'est effectivement assez courant, cette numérotation généalogique en SOSA. Ça permet du coup de se retrouver quand on fait des listes de personnes. Ça peut vraiment être intéressant d'avoir comme ça des numéros disponibles. Alors voilà, là on est sur du coup ces numéros SOSA. Je vous ai précisé les SOSA, je vous ai précisé ici du coup les événements de naissance, baptême, union, décès, etc. Ce qui peut être intéressant également, c'est de cliquer sur le bouton
devant l'événement. Vous voyez que là, j'ai commencé à rentrer quelques éléments sur le baptême avec la date et le lieu. Eh bien, il est possible simplement de cliquer sur le bouton baptême juste avant. Et en cliquant sur baptême, ça me permet de trouver comme ça, du coup, vous voyez, la saisie complètement en relation avec l'événement. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la saisie par événement. C'est également quelques nouveautés dans le logiciel Généatique. La saisie par événement, c'est donc la possibilité d'avoir tous les onglets qui sont ici sont dédiés à l'événement de baptême. Donc on a ici ce premier onglet événement de baptême avec la date et le lieu dit. Vous avez ensuite la partie personne citée, alors les sources aussi qui sont dans la partie basse. Ensuite, le deuxième onglet, c'est l'onglet personne citée. Donc personne citée, vous avez ici, vous voyez la possibilité d'ajouter des personnes de votre choix. Donc ici, alors si on m'entend plus, peut-être qu'il faut que je sois... Pardon, donc s'il y avait un problème de son, me revoilà, et peut-être que du coup, c'est à nouveau correct. Est-ce que vous me confirmez que c'est correct à nouveau? C'est depuis que j'ai enlevé la photo, peut-être, qu'il n'y avait plus de son. C'est à nouveau correct? Super. Alors désolé, je croyais que je pouvais disparaître de l'image en gardant le son, mais non, manifestement, je dois être présent à l'image pour que vous puissiez m'entendre. Voilà. Ok, donc me revoilà, et du coup, excusez-moi, je reprends l'échange. Alors, je me suis arrêté où? Oui, j'étais sur le... oui, je vous disais, écoutez, je vais reprendre parce que j'ai avancé sans être conscient que vous ne m'entendiez pas. Alors, j'ai ici, du coup, je vous disais le petit bouton ajouter. Donc, je cliquais sur le bouton ajouter. Voilà, et je vous disais qu'on avait cet écran ici de saisie pour la partie personne citée. Et donc, ce que je voulais vous préciser ici, c'est que quand je choisis ajouter une personne citée, eh bien, vous avez ici, vous voyez, le nom et le prénom qui apparaît de la personne sur laquelle je suis et l'événement également sur lequel je suis, le baptême. Et donc, ici, ce que je vous disais, c'est que vous aviez également la liste des personnes qui sont proches de la personne de Philippe Dessieux. Et donc ici, vous avez, voyez, la case personnes proches. Alors, je peux choisir de ne faire apparaître que certaines personnes proches, donc ça peut être seulement les parents, les conjoints, seulement les enfants, seulement une partie, vous voyez, de la filiation, mais voilà, en prenant personnes proches, j'ai toutes les personnes qui sont proches de la personne que j'étudie actuellement, parce que peut-être que sur le baptême, alors est citée l'une de ces personnes proches. Bon, sur le baptême, cela dit, on a souvent peu de diversité de citations de personnes citées. Enfin, les parrains marraines. Les parrains marraines qui peuvent être les oncles et tantes, qui peuvent être voilà, des grands-parents peut-être. Donc là, du coup, ces personnes, vous les avez sans doute dans cette liste. Elle est classée par ordre alphabétique. Vous avez à chaque fois le nom et le prénom, avec à chaque fois ici les naissances et décès des personnes correspondantes. Avec un petit pictogramme, vous voyez, qui est devant ici, qui vous dit si la personne concernée ici est du côté du père, du côté de la mère, ou c'est une pièce rapportée. Donc vous avez comme ça quelques précisions sur ces personnes. Voilà, on peut bien sûr complètement chercher une personne en citation ici, une personne citée, un témoin ou le parrain marraine, en mettant bien sûr les noms et prénoms des personnes, très simplement. Voilà, je ferme cet écran, je reviens sur mon écran principal ici de saisie de l'événement baptême. Alors, je peux ici passer sur l'onglet Notes. Donc, mon onglet Notes, vous avez ici, bien sûr, le commentaire qui peut être associé toujours à l'événement baptême. Ça, c'est un point important aussi. On peut maintenant avoir des catégories en relation
de notes en catégorie, des catégories associées à l'événement de baptême. Donc là, j'ai une note que j'ai appelée note générale, qui sera associée au baptême. Je peux aussi avoir la transcription, on verra ça dans un instant, mais ça permet d'avoir le texte en clair de l'acte. Et puis on peut bien sûr créer autant de catégories que l'on veut, c'est pas un problème. Donc on a ici là maintenant la partie transcription. Donc transcription, vous avez la possibilité d'avoir un assistant aujourd'hui dans Généatique pour vous permettre d'avoir l'image de l'acte, et avec l'image de l'acte, vous allez pouvoir transcrire le texte dans la partie basse. Bon, c'est un sujet assez vaste, je ne vais pas pouvoir vous montrer en détail toutes ces fonctionnalités. Sur la transcription, je vous invite éventuellement à jeter un œil. On a fait un passeport vidéo pour Généatique 2021. Dans ce passeport, je passe 20 minutes à expliquer en détail la transcription, comment on la met en œuvre et comment on peut l'utiliser. Donc je vous y invite éventuellement à vous y reporter. Ensuite, on retrouve l'onglet Personne. L'onglet Personne, donc là vous avez ici les éléments sur... on retrouve tous les éléments en fait de la fiche de personne, avec les noms, prénoms, avec les éléments de naissance, baptême, union, décès, etc. Ça permet effectivement, lorsque vous avez un acte sous les yeux, peut-être il y a une mention marginale, une mention... oui, ce qui est écrit sur le côté de l'acte, hein, donc peut-être des éléments supplémentaires qui peuvent être intéressants à transcrire immédiatement. Donc on peut bien sûr tout de suite par l'onglet personne compléter les fiches très rapidement. Ça peut aussi être intéressant lorsque vous avez un doute au niveau de la personne, de peut-être tout de suite passer par l'onglet personne et revoir un petit peu tous les événements qui la concernent, peut-être pour vous fixer sur l'intérêt de cette fiche que vous êtes en train de modifier. Ensuite, je passe à l'onglet des parents. Alors ici, vous avez les parents qui sont présentés. Alors les parents, vous retrouvez ce que vous connaissez d'habitude, hein, donc les noms, prénoms, le père, la mère, masculin, féminin. Vous avez ici les éléments de naissance, l'événement de décès. On peut bien sûr ajouter des données supplémentaires également, tout en restant, vous voyez, sur la saisie de la fiche du père ou de la mère, on peut demander à faire apparaître ces champs complémentaires et donc directement accéder à un complément d'information, une résidence, une profession, etc. Les nouveautés de Généatique 2021, ici, vous voyez, à gauche, on a maintenant la possibilité de préciser qu'il s'agit, peut-être que c'est ici le père biologique. Alors pourquoi on aurait le père biologique et pas autre chose? Alors c'est également une nouvelle notion dans Généatique ici 2021, qui sont la possibilité également de gérer les parents adoptifs, les parents biologiques. Alors on a plutôt préféré utiliser un vocabulaire de type parents de référence, puisque suivant finalement les personnes, vous pouvez considérer que vos parents biologiques sont vos parents entre guillemets de référence, mais on peut aussi choisir que vos parents qui comptent le plus pour vous, ce sont vos parents adoptifs. Et donc, chacun pourra choisir quels sont ses parents, entre guillemets, hein, de référence. Et donc, ce sera les parents de référence pourront être soit les parents adoptifs, soit les parents biologiques. C'est à vous de choisir. Enfin, c'est à vous de choisir, ou peut-être le choix est fait par l'intéressé et que peut-être ce choix est différent suivant les personnes, suivant les généalogies. Donc, ce n'est pas un choix par définition, par défaut, ce n'est pas un seul choix. On n'a pas arbitrairement décidé que les parents naturels étaient les parents de référence. Voilà, ce choix peut être fait pour chaque personne. Et donc, ici, j'ai choisi les parents de référence qui sont donc Dessieux Claude et Turgot Marcel. Alors, je n'avais pas précisé, mais effectivement, je peux aussi le préciser que ce sont là ses parents biologiques. Et ensuite, je peux également consulter les parents que j'ai appelés ici additionnels. Alors, il me suffit de cliquer sur le bouton parents additionnels, et là, vous voyez, automatiquement, Généatique bascule les éléments, les informations. Je n'ai plus maintenant les précédentes données, je trouve maintenant les données des parents additionnels, qui sont en l'occurrence ici les parents adoptifs de Pierre Martin et de Marie Maurice. Alors, sur le plan de l'arbre généalogique, là, je me trouve finalement avec un Philippe Dessieux qui a finalement deux parents naturels et aussi deux parents adoptifs. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur l'arbre généalogique? Il peut être intéressant, sur l'arbre généalogique, de faire apparaître, finalement, ces 4 parents. Là, ici, quand je regarde mon arbre généalogique, je retrouve Pierre, je trouve ici Claude Dessieux, son père, et puis, si je pars à droite, je vois Marcel Turgot. Eh bien, si je double-clique sur la case, je me recentre sur Philippe Dessieux. Eh bien, quand je me recentre sur Philippe Dessieux, maintenant, je fais apparaître
ici dans ce modèle 1 de l'arbre généalogique, je fais automatiquement apparaître d'un côté les parents de référence et de l'autre, je fais apparaître les parents qui sont, pardon, secondaires, non, c'est pas ça, les parents additionnels. Voilà, c'est le terme qui m'échappait. Donc du coup, là, j'ai choisi de faire apparaître les deux familles de parents, si je peux me permettre l'expression. Et donc, vous avez, vous voyez, à droite ici, la partie additionnelle, et ici, à gauche, la partie de référence. Ça, c'est un choix que j'ai fait ici sur le modèle 1 de mon arbre généalogique. Je peux bien sûr demander à ne pas faire apparaître ces 4 parents pour la personne. C'est une option que vous avez ici dans les paramétrages de l'arbre, dans la partie ascendante. Donc, si j'y vais ici, vous avez paramétrage de l'arbre. Il vous suffit d'aller dans les paramétrages avancés, vous voyez ici, et dans les paramétrages avancés, on va regarder l'onglet de la partie de l'arbre ascendant, donc l'onglet ascendance, et vous trouverez ici l'option, vous voyez, ajout de tous les parents. Tous les parents pour préciser parents de référence et parents additionnels. Donc là, j'ai laissé la case à cocher, la case cochée. Si je décoche la case et que je confirme par OK, et bien tout simplement, maintenant, vous voyez, à nouveau, mon Philippe Dessieux, je retrouve la simple parenté et j'afficherai uniquement le parent de référence, les parents de référence. Donc, parents de référence, comme je vous dis, c'est soit les parents biologiques, soit les parents adoptifs, soit des parents dont vous ne savez pas s'ils sont naturels ou biologiques, naturels pardon, ou adoptifs, mais voilà, vous pouvez très bien dire je ne fais apparaître qu'un seul des couples de parents. Alors là, j'ai fait un choix de dire les parents de référence, c'est Marcel Turgot et Claude Dessieux. Mais si je change d'avis, si maintenant je souhaite que les parents de référence soient les parents que j'avais au départ saisis en tant que parents additionnels, vous pouvez basculer, vous pouvez inverser les deux parents, disons, référence additionnelle. Et du coup, les parents biologiques vont se retrouver en parents additionnels et les parents adoptifs vont se retrouver au niveau des parents de référence, et donc ils vont apparaître sur l'arbre généalogique. Regardez, il suffit de cliquer sur ce bouton ici, et voilà, maintenant sur mon arbre généalogique, vous voyez, je me retrouve avec seulement les parents, alors les nouveaux parents de référence, qui sont les parents précisément adoptifs. Donc quand je clique sur le bouton parents de référence, je consulte ici Martin, Pierre et Maurice, Marie, qui sont bien les deux parents de référence, et qui sont bien ici les parents adoptifs. C'est ce qui était précisé dans la zone de saisie. Voilà un petit peu une petite parenthèse, là, vous voyez, sur cette nouveauté importante, sur cette nouvelle possibilité d'ajouter ces parents adoptifs. On nous le demandait beaucoup, hein, cette fonctionnalité dans Généatique, et donc elle a été prise en compte aujourd'hui. Et à ma connaissance, il y a assez peu de logiciels qui permettent de gérer aussi finement tout ce que je vous ai présenté ici. Alors, ensuite, dans les onglets, j'ai présenté tout à l'heure l'onglet des événements. Là, je suis reparti sur, vous voyez, sur la fiche principale de la personne. Donc là, la fiche principale, c'est la saisie là, qui est orientée sur la fiche de personne. Et donc, pour la fiche de personne, j'ai ces différents onglets, essentiel et complet. L'onglet complet, c'est ce qui permettra de retrouver finalement tous les événements de la fiche de personne. Ensuite, vous avez sur la fiche de personne l'onglet médias. Alors, l'onglet médias, comme son nom l'indique, vous avez compris. Et donc, c'est ici la possibilité de retrouver tous les visuels associés à la fiche de personne. Vous avez ici également la partie notes. Dans la partie notes, on retrouve ici également un traitement de texte complètement, vous voyez, dédié pour la fiche sur laquelle je suis. Donc là, je suis sur la fiche de Philippe Dessieux, eh bien, je peux consulter la note générale de Philippe Dessieux, et je peux d'ailleurs directement la modifier. Vous avez ici un vrai traitement de texte, c'est-à-dire que si vous voulez mettre ici une partie en caractère gras, vous voyez, pour lui donner plus d'importance, vous avez vraiment la possibilité de faire des très belles choses. Vous avez un vrai logiciel de traitement de texte ici, en pouvant insérer des blocs, modifier la police de caractère, etc. Vous avez un petit menu d'ailleurs que vous pouvez utiliser ici pour faire des insertions de différentes choses, insérer un saut de page, insérer une ligne, et ainsi de suite. Faire des tableaux également, pourquoi pas. C'est assez complet. On retrouve l'onglet parents, mais ça que l'on a détaillé à l'instant. On trouve aussi l'onglet enfants.
Donc là, maintenant, vous avez également des nouveaux onglets qui sont apparus ici. Vous voyez l'onglet pour les enfants, les onglets pour les frères et sœurs, et un onglet pour les conjoints. Ce qui permet, toujours en restant sur la fiche de Philippe Dessieux, de pouvoir très simplement en fait basculer d'une fiche à l'autre, voyez, avec les différents événements, les différents éléments. Donc ici, on a les deux enfants de Philippe qui apparaissent, donc Dessieux Martin et Dessieux Manon, hein, c'est bien ces deux cases qui s'affichent en bas. Si je vais tout de suite sur les conjoints, je retrouve effectivement les deux conjoints de Philippe, et donc ici Anne-Sophie et Marie-Charlotte, hein, elles sont présentes, elles sont affichées dans l'arbre généalogique. Ici, je suis sur la case frères et sœurs. Alors, ce sont les frères et sœurs. Par rapport à ses parents ici adoptifs, ses parents n'apparaissent pas, enfin ses frères et sœurs n'apparaissent pas ici. Si je veux retrouver tous les frères et sœurs naturels, il faut que je rebascule en fait ici l'inversion pour retrouver en fait les frères et sœurs correspondant à Philippe. Et donc ici maintenant, si je prends frères et sœurs, je retrouve bien les deux frères et sœurs de Philippe, Gilles et Céline. Là, je me rends compte que peut-être on pourrait faire apparaître également les frères et sœurs, que ce soit biologiques ou adoptifs, peut-être qu'ils devraient apparaître. Là, je me rends compte d'une petite évolution qu'on pourrait faire apparaître dans le logiciel. Voilà, alors j'avais une question là, qui est tout à l'heure arrivée sur les commentaires à propos de comment faire apparaître des compléments d'information sur un événement. Par exemple, faire apparaître l'heure ou l'heure de naissance, l'heure du décès, etc. Alors, c'est des données complémentaires que vous pouvez effectivement, bien sûr, vouloir introduire. Alors, la question qu'on peut se poser quand on a une donnée comme ça supplémentaire que l'on veut introduire, c'est est-ce que cette donnée, elle vous paraît extrêmement importante de la noter sur chaque fiche de personne? Est-ce que vous préférez plutôt le mettre dans la partie complément d'information de l'événement? Vous voyez ici, on a différentes possibilités. Moi, j'aurais tendance à dire que soit vous mettez cette donnée dans la partie notes de la fiche de la personne. Donc ici, dans la partie notes, vous avez un espace texte, vous voyez, correspondant à l'événement de naissance, et là, vous allez pouvoir introduire un ensemble d'éléments. Peut-être vous allez pouvoir mettre une anecdote sur la naissance, pouvoir mettre quelques précisions sur l'heure, quelques précisions sur la situation, comment s'est passé tout ça. Alors, ça peut se mettre ici. Maintenant, si vous pensez que c'est vraiment une donnée très très importante, l'heure de naissance, et que vous aimeriez systématiquement avoir une donnée disponible pour noter l'heure de naissance pour chaque naissance de votre arbre généalogique, alors pour ça, vous avez dans Généatique la possibilité en fait de modifier un petit peu la structure du logiciel par rapport à la naissance. Et donc on va pouvoir dire à Généatique, et ça se passe dans la partie préférence du logiciel, on a la préférence pour la structure du fichier, et on peut très simplement ici en fait demander pour le champ naissance, rajouter une rubrique, et donc pouvoir ajouter une rubrique dans laquelle on pourra noter finalement, en complément de la date, du lieu et du lieu-dit de naissance, on pourra saisir une donnée qui sera par exemple l'heure de naissance. Donc ça se passe, vous voyez, par la partie, dans ce choix-là, voilà, préférence et structure du fichier. Si j'y vais, vous avez ici la possibilité de quitter l'écran de saisie, et là vous avez, voyez, la partie préférence pour cette généalogie. Et bien ici, on a toutes les rubriques du logiciel, donc la rubrique naissance, que vous avez ici, et vous avez cet écran qui permet de travailler la structure du fichier. Donc là, ici, vous voyez que le champ naissance, on vous dit que c'est un événement simple. On a aussi le tag Getcom. Je ne sais pas si tout le monde connaît le tag Getcom. Ici, Getcom pour faire de l'échange de généalogie. Eh bien, le format Getcom permet de pouvoir transporter vos données de Généatique vers un autre logiciel, vers un autre site internet, et inversement, de pouvoir importer vos données d'une base de données pour les récupérer dans Généatique. Et donc, ce tag Getcom permet que toutes vos données généalogiques soient bien exportables et exportées vers l'outil avec lequel vous allez, vous partagez vos données, vous voulez que chaque donnée que vous créez dans le logiciel soit bien partagée. Et puis inversement, vous aimez aussi que chaque donnée que vous avez saisie dans un outil éventuellement différent, quand vous faites l'import de vos données, qu'intégralement toutes vos données soient récupérées. Bien, c'est ce qu'on peut faire ici par le tag Getcom qui est paramétrable ici.
Voilà, donc c'est par là qu'on peut venir modifier effectivement les éléments. Alors, sachez que ce sont quand même des éléments un peu sensibles, évidemment, hein, ici on ne manipule pas la structure du fichier comme ça à la légère, donc je vous invite à tester peut-être, à vous faire un petit peu la main de cette modification sur un petit fichier de démonstration, en créant ce complément d'information par exemple, pour pouvoir ensuite tester que cela se passe bien. Vous créez cette nouvelle, ce complément d'information sur la naissance. Une fois que c'est créé, eh bien, le champ naissance apparaîtra avec cette nouvelle rubrique automatiquement sur l'écran de saisie. Voilà, je ne vais pas plus loin dans cette partie-là parce qu'il faudrait y passer un peu plus de temps pour aller dans le détail de toutes ces fonctionnalités. Alors, voilà un petit peu les éléments ici que je voulais vous présenter. Alors, j'ai pas mal de questions, j'essaye de revoir un peu toutes les questions que vous m'avez transmises. Alors, donc oui, il y a des questions sur les saisies au niveau d'une seconde épouse, demi-frère, demi-sœur. Je vais essayer de vous parler un petit peu de ça. Les petits carrés de couleur, à quoi ça correspond? Voilà, on va analyser ça. Alors, pour commencer, première question que j'avais, c'était je ne sais pas entrer la seconde épouse ou je ne sais pas entrer un demi-frère, une demi-sœur et leurs parents. Donc, comment procéder? Pour une épouse, pour commencer, on est ici sur une case. Je clique une case sur mon écran, je suis sur la case de Claude Dessieux. Et pour ajouter un conjoint, bah, tout à l'heure vous avez aperçu l'onglet, hein, je suppose que vous avez compris maintenant, il me suffit d'aller sur l'onglet conjoint, tout simplement, et en allant sur l'onglet conjoint, je vais pouvoir ajouter ici un conjoint supplémentaire. Et donc, à toute personne, vous allez pouvoir ainsi ajouter le conjoint. Pour les frères et sœurs, le principe est un petit peu différent puisque l'idée, en fait, c'est que quand c'est un frère ou une sœur, bon, avec les deux mêmes parents, vous vous mettez sur l'onglet frères et sœurs, tout simplement, vous ajoutez un frère ou une sœur et il va s'ajouter directement aux deux parents. Là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est effectivement sur la famille de Philippe, là aussi, où j'ai Anne-Sophie, sa première épouse, j'ai Marie-Charlotte, sa deuxième épouse, j'ai ici donc Martin et Manon qui sont les enfants de ce premier lit, hein, entre Anne et Philippe ici. Eh bien, vous voyez, si je veux créer des demi-frères et sœurs à Manon et à Martin, bien sûr, je vais peut-être simplement cliquer sur la case ici de Marie-Charlotte, et je vais pouvoir prendre l'onglet enfant pour simplement ajouter un enfant. Et vous voyez qu'automatiquement, Généatique vous dit, vous voulez ajouter un enfant à Marie et Philippe. Là, je suis sur la case de Marie, il me confirme que ça va être un enfant de Marie et de Philippe, et je vais pouvoir ajouter l'enfant correspondant. Donc le mieux, c'est vraiment de toujours passer par les conjoints ou par la personne principale pour lui ajouter un enfant et choisir éventuellement le parent qui correspond à l'enfant que vous allez ajouter. Voilà un petit peu la façon de procéder. Donc ici, si je veux ajouter un enfant, je vais ajouter la ligne ici, ajouter une ligne vide. On peut ici choisir le conjoint. Donc, pardon, il fallait commencer par là plutôt. J'ai fait la manipulation inverse, donc je vais annuler ce que je viens de faire. Donc je commence par choisir si je veux ajouter un demi-frère ou sœur du lit de Marie et de Philippe, ou du lit de Philippe et Anne, ou alors je ne connais pas la mère de l'enfant. Bon, c'est plutôt le père en général qui est inconnu que la mère, mais bon, là dans cet exemple ici, vous voyez, je suis sur le père et j'ai choisi le conjoint inconnu, et je peux à ce moment-là ajouter l'enfant. Donc je procède ainsi, et je vais ajouter l'enfant qui s'appelle peut-être nom inconnu, prénom Pierre. Je confirme ici par le bouton valider, et à ce moment-là, la case, vous voyez, est automatiquement ajoutée ici. Pierre inconnu arrive. Alors finalement, j'ai une case ici vide qui s'affiche. Cette case vide me permet en fait de préciser que je ne connais pas la mère de ce Pierre. Alors ensuite, je peux double-cliquer sur la case de Pierre. Et du coup, je vois apparaître qu'il est bien fils de Philippe et fils d'une mère qui n'est pas connue ici. D'accord? Alors après, on peut vouloir dire, tiens, maintenant, j'ai trouvé quelle était la mère de Pierre. Alors, si je connais la mère de Pierre, peut-être je peux me recentrer sur Philippe ici. Et en fait, on peut cliquer dans la case vide que vous avez là. Et dans cette case vide que vous avez ici, c'est pas toujours évident. Là, ici, vous voyez qu'on a les deux conjoints qui apparaissent dans la partie basse.
ça peut être malcommode de se retrouver. Donc je vous conseille plutôt de passer par de vous mettre sur la case ici du Pierre, et en étant sur la case de Pierre, de partir sur la partie des parents, les parents de Pierre. Parce que finalement, vous souhaitez compléter les éléments de Pierre. Donc en vous mettant pour les parents de Pierre, on est sur Pierre ici, on a les parents Pierre, Philippe Dessieux. Eh bien, pour sa mère ici, il suffira de chercher la mère que vous voulez préciser. Alors, est-ce que la mère, c'est Anne-Sophie Fernandez ou est-ce que c'est Marie-Charlotte? Alors, vous allez simplement saisir, par exemple, je veux dire que c'est Marie-Charlotte. Ici, Rodriguez. Donc, je mets le nom de la personne. Je peux très bien ne pas mettre de prénom et demander au logiciel de chercher s'il y a un tel homonyme avec ce nom. Et donc, je trouve ici Rodriguez Marie-Charlotte. Bah oui, c'est bien elle. Il suffit de cliquer sur la case et de choisir sélection de la personne. Et comme ça, automatiquement, vous voyez, hop, Pierre a été raccroché correctement à Philippe et à Marie-Charlotte. Donc, simplement, en ayant ici, vous voyez, saisi la mère sur la fiche de Pierre, j'ai choisi la personne, et immédiatement, il l'a raccroché correctement dans l'arbre généalogique. Donc là, maintenant, j'ai bien le Pierre qui a ses demi-frères et sœurs, Martin et Manon, ici présents à l'écran. Voilà un petit peu la manière de procéder. Alors, j'avais des questions sur les petits carrés de couleurs que vous avez à droite, là, des cases. Alors, ces petits carrés de couleurs, en fait, c'est ce qui permet de préciser un complément d'information par rapport aux événements. En fait, les événements, vous avez l'événement de naissance, baptême, l'événement de mariage et l'événement de décès ou inhumation. On a considéré ces 3 événements principaux, naissance, mariage et décès. Et pour ces 3 événements principaux, on a attribué un carré de couleur pour préciser quel était l'état de l'événement de naissance, quel était l'état de l'événement de mariage et l'état de l'événement de décès pour chaque personne. Donc c'est pour ça que vous avez ici à chaque fois 2 ou 3, enfin 1, 2 ou 3 petits carrés. Les 3 premiers, les 3 dans l'ordre, c'est naissance, mariage, décès. Donc là, il y a naissance, il n'y a rien pour le mariage, et puis il y a décès, qui est en jaune. Ici, c'est 2 événements vert et jaune. Alors, les couleurs déjà, à quoi elles correspondent? Quand c'est vert, c'est pour préciser, si je prends le cas de là-haut de Jean Dessieux, une case verte ici, c'est pour dire que pour l'événement, vous avez à la fois la date et à la fois le lieu. Donc ici, vous voyez, le premier carré vert, c'est la naissance. Donc la naissance, je regarde en bas sur mon écran de saisie. Eh bien, je suis OK, j'ai bien la date et le lieu de naissance. Si je prends le deuxième événement, le mariage, c'est pareil, vous voyez, c'est vert là-haut sur la case, donc j'ai bien ici date et lieu de mariage, et pareil pour mon décès, j'ai le date et lieu de décès. Alors, dans ces petites cases, il y a parfois aussi une petite coche, ici pour naissance et mariage. Cette petite coche, elle correspond au fait que vous avez un complément d'information en relation à l'événement. Vous voyez ici, quand je survole l'événement, on me précise que j'ai une source qui a été précisée. Pour le mariage, pareil. Donc en fait, la source vient compléter l'information que vous avez de votre événement avec date et lieu de naissance. Et donc Généatique considère que puisque vous avez un complément d'information, vous avez déjà bien travaillé sur cet événement, et donc il vous renforce l'idée que c'est pas mal, vous avez quelque chose d'assez complet pour cet événement, et bien c'est la petite coche qui apparaît ici dans la case. Quand la case est de couleur rouge, alors là c'est pour vous dire qu'il y a du boulot. Vous n'avez ni la date, ni le lieu au niveau de l'événement correspondant. Donc là, si je prends le petit bouton rouge pour me dire qu'effectivement, pour le mariage ou pour le décès, j'ai aucune information, et donc c'est carton rouge. Vous avez du boulot. Voilà, et puis alors quand c'est le petit bouton jaune, eh bien c'est pour vous dire que vous avez soit la date, soit le lieu. Donc là, ici, vous voyez, on n'a que la date de mariage, d'où ce petit rectangle jaune. Évidemment, on l'a aussi pour le conjoint, puisqu'ils se sont mariés le même jour. Donc on a bien la même information ici, partielle. Voilà un petit peu la précision, vous voyez, sur les petits carrés de couleur. Alors, j'ai plein de questions, j'essaye d'en répondre à tout ce que je peux. Les personnes citées dans un baptême, pourquoi le lien de parenté ne s'affiche pas automatiquement? Alors, personnes citées. Quand je suis au niveau des personnes citées, je vous ai précisé que quand je cliquais sur le bouton de baptême, vous avez du coup cet écran qui s'affiche
avec les personnes citées. Je peux revenir sur mon écran, ajouter les personnes. Donc ici, vous avez effectivement l'ensemble des personnes citées. Alors, il y a la filiation, oui, c'est vrai, elle n'apparaît pas à l'écran. Par contre, dès que vous allez cliquer en fait sur une case, automatiquement ici, en fait, la parenté va se trouver transcrite directement dans la saisie. Donc voilà, peut-être une astuce, c'est vrai que ça pourrait être agréable d'avoir aussi le lien de parenté directement à l'écran. En tout cas, aujourd'hui, voilà, il vous suffit si vous avez un doute, de pouvoir voilà, vous positionner, voyez, sur une personne, et puis ici, Dessieux Jean, ah, c'est le grand-père, ok. Jacques, c'est l'oncle. Henriette, c'est une pièce rapportée, ou elle n'a pas de filiation évidente, etc. Donc ça permet comme ça, du coup, là, le père, Adrien, le cousin, etc. Voilà une piste de réponse. Alors, j'ai une question sur la partie de l'écran de saisie, je vais y revenir, sur l'orthographe du nom. Alors, l'orthographe du nom, parce que qu'on est sur je vais revenir sur la fiche ici de Céline Dessieux. Bien sûr, l'orthographe du nom a pu évoluer au cours du temps, et même parfois au cours d'un même acte. Parfois, on trouve sur un même acte plusieurs variations orthographiques. Oui, l'officier d'état civil ou le curé, quand il a écrit l'acte, il a pu ne pas forcément être très attentif, et finalement, il a écrit de plusieurs manières le même nom de famille pour la même personne. Alors, il peut être intéressant de consigner cela dans la fiche de personne. Eh bien, ce qu'on a proposé dans Généatique, c'est de pouvoir simplement mettre une barre de fraction, comme ça, entre les deux noms. Et donc, ça vous permet directement, vous voyez, de mettre Dessieux, une barre de fraction, et un deuxième patronyme, enfin une variante. Peut-être que ce nom s'écrivait D, accent aigu, avec un C, je sais pas, peu importe, enfin j'imagine, j'ai aucune idée de l'origine de ce nom, mais je peux, comme ça, pourquoi pas, avoir une variante orthographique. Et je peux saisir éventuellement une deuxième variante, vous voyez, de ce nom, voire une troisième, hein, je n'ai pas de limite ici. Peut-être que c'était également Dessieux en deux mots, je ne sais rien, pourquoi pas. En tout cas, voilà, le fait de mettre ces différents noms de famille dans l'écran de saisie, eh bien, automatiquement, Généatique va ensuite, quand vous ferez des recherches de personnes, automatiquement, Généatique saura trouver le patronyme, saura trouver la fiche de personne sur ces différents patronymes. Automatiquement, le logiciel saura se débrouiller pour ces différentes recherches. Et puis, inversement, quand vous allez faire une recherche sur un Dessieux en deux mots, automatiquement, Généatique saura vous proposer également toutes les fiches qui portent le nom Dessieux en un seul mot, hein, et donc accroché. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses importantes, intéressantes. Alors ensuite, au niveau de l'arbre généalogique, quand j'ai saisi plusieurs noms, là ici, il peut y avoir peut-être une variante qui peut être comme ça tronquée. Suivant les modèles d'arbres généalogiques, on aura quelque chose de coupé ou pas. Là, j'ai vraiment un petit arbre généalogique avec des cases qui sont assez compactes. Donc, on a volontairement limité la taille de la case pour pas que la case soit trop grande en largeur. Mais si vous voulez imprimer un tableau de généalogie, vous avez peut-être envie d'avoir des cases un peu plus grandes pour que l'intégralité du nom puisse bien apparaître. Eh bien pour ça, dans ce cas-là, je vous demanderais de peut-être choisir le modèle 3, enfin en tout cas d'aller voir ce modèle 3. Et le mode 3 ici qui apparaît à droite de l'écran, à gauche de l'écran, vous voyez, sur mon icône, 1, 2, 3. Quand je prends le 3, automatiquement, au centre ici, je change de modèle d'arbre généalogique. Oui, il faut que je vous dise, dans Généatique, vous avez plusieurs centaines de modèles d'arbres généalogiques. Et donc, il y en a pour tous les goûts. De couleurs différentes, des formes de cases différentes, avec des fonds, sans les fonds, avec des liaisons, avec des formes graphiques. Enfin, c'est très, très diversifié. Donc là, ici, je suis passé sur un modèle qu'on a sélectionné, qu'on a mis en avant dans le modèle 3. Et ce mode 3 peut être vraiment adapté. Hein, si je clique 2 fois sur la case de Céline, voilà, je me retrouve sur un arbre beaucoup plus complet, avec ici, je peux voir ce qui se passe au-dessus, en dessous, et grossir, et voir le détail qui m'intéresse. Et vous voyez que les cases ici ont des tailles de dimensions variables. Vous voyez la case ici de Céline, par exemple, eh bien, elle a été automatiquement agrandie en largeur pour laisser la place de l'ensemble des noms que j'ai pu saisir. À l'inverse, si je prends la case de Gilles Dessieux, lui, il a effectivement une date et un lieu de naissance qui sont assez courts finalement, et donc la case a pris une dimension raisonnable pour afficher l'information. Donc ça, c'est également des choses automatiques. Hein, dans Généatique ici, le logiciel va automatiquement adapter la taille de la case pour vous faire quelque chose de très présentable et très agréable à l'œil.
Au niveau des modèles d'arbres généalogiques, il y a aussi un modèle qui peut vraiment être intéressant, c'est le modèle 2 que vous avez ici. Le modèle 2, c'est un modèle qui est nouveau également dans Génétique 2021, qui permet de faire apparaître, vous voyez, principalement que l'ascendance. Donc là, je suis sur Céline Dessieux, eh bien, je fais apparaître ses parents, ses grands-parents, etc. sur comme ça 5 générations. Et puis, par rapport à Céline, on a aussi son conjoint, Guillaume, vous voyez, en dessous, et à gauche, ses enfants. Et ça permettrait vraiment de pouvoir comme ça avoir directement la petite partie de la descendance pour pouvoir directement avoir comme ça la possibilité de descendre la branche qui m'intéresse. Alors, au niveau des arbres généalogiques, il y a en fait une très grande richesse de paramétrage. Je vois passer à l'instant un message là, qui me parle de comment choisir les couleurs, comment choisir les formes, les tailles, etc. Et bien, tout ça est tout à fait faisable dans la partie paramétrage des arbres généalogiques. Là encore, si je pars dans la partie paramétrage des arbres généalogiques, je peux passer 2 heures à vous parler des paramétrages d'arbres généalogiques, le choix des couleurs, le choix des façons d'écrire dans les cases, etc. Mais en quelques mots quand même, j'y vais, c'est trop tentant, c'est une richesse importante de génétique. Regardez, paramétrage de l'arbre, vous avez ici, là encore, le paramétrage avancé. Eh bien, c'est par le paramétrage avancé de l'arbre généalogique que vous allez pouvoir travailler les couleurs de cases. En fait, vous avez, vous voyez là-haut, un onglet case maquette. Eh bien, c'est dans l'onglet case maquette que l'on va travailler. En quelques mots, la case maquette, je vous en parle un petit peu pour que vous puissiez commencer à jeter un œil par là. Vous avez ici, vous voyez, des conditions. La case va être différente suivant la génération. Ici, vous voyez, pour la génération 1 et 2, j'ai construit une case assez importante. Pour la génération 3, j'ai pris une case plus petite. Vous vous souvenez de l'arbre que j'ai actuellement à l'écran, c'est celui-ci qui est derrière. Donc, vous voyez, la génération 2, la génération 3, elle est un peu plus petite. La génération 4, la case est encore plus petite. Et la génération 5, encore plus petite. Eh bien, tout ça est complètement paramétrable si vous le souhaitez. Vous voyez, la génération 3, la génération 4, un peu plus allongée. Et puis, la dernière génération, je l'ai appelée case par défaut ici, c'est une case en longueur. C'est la case que vous avez, vous voyez, en dernière génération ici. Eh bien, là, c'est ce premier onglet, conditions de présentation, c'est la forme de la case. C'est quelles données je mets dans quelle case et pour quelle génération. C'est très fin, oui, tout ça. On peut y passer éventuellement une demi-heure là pour choisir quelles données, quelle taille de case, quel type de case, etc. Et puis, un élément très intéressant, c'est la condition de mise en valeur. Et la mise en valeur, vous voyez, c'est plus superficiel. C'est par exemple la couleur. Donc là, vous me parliez de comment changer, enfin, vous me posiez la question, comment changer la couleur des cases par rapport à la famille directe ou par rapport, voilà, pour mettre en avant peut-être les SOSA, ce qui sera la famille directe. Et puis tout ce qui n'est pas SOSA, bah, c'est les pièces rapportées. Peut-être que là, ces cases-là, on aimerait les mettre d'une autre couleur. Eh bien, vous allez pouvoir très facilement, finalement, vous voyez, ici, plutôt que de jouer avec les conditions hommes et femmes, ou numéro de SOSA, eh bien, on peut très bien dire, je supprime toutes ces conditions, vous avez un petit bouton ici, supprimer, et vous pouvez dire, bah, cette case, finalement, le cadre, je lui mets un fond de couleur de mon choix. Et ce sera seulement pour les cases qui ont un numéro de SOSA qui n'est pas vide. Et le fait de mettre, vous voyez, une condition sur les cases qui ont un numéro de SOSA qui n'est pas vide, eh bien, c'est équivalent à dire ce que vous demandiez, c'est-à-dire ne pouvoir choisir la couleur seulement de la famille directe. Toutes les personnes de la famille directe possèdent un numéro SOSA, et donc elles pourront comme ça être colorées d'une seule case, d'une seule couleur, pardon. Ici, ce qu'on a choisi, vous voyez, dans ce modèle, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit carré, regardez en haut à gauche. Quand je suis sur une personne, homme et femme, là, je n'ai pas choisi ce petit carré particulièrement, mais quand je choisis numéro SOSA, eh bien, je rajouterai ce petit carré à gauche, en haut. Alors, en haut ou ailleurs, mais si je regarde maintenant à nouveau mon arbre généalogique, regardez. Je vais fermer plutôt ce paramétrage. Regardez en haut ici de l'arbre généalogique. Vous voyez ce petit carré qui est coché, qui est ouvert? Eh bien, c'est justement la possibilité de montrer les personnes qui sont en famille directe. Donc moi, je n'ai pas choisi ici une couleur, j'ai choisi un petit élément discret de ma case pour me montrer les éléments. Alors évidemment, comme ici, enfin évidemment, si je prends Paul, on va mettre Paul au centre. Je vais double-cliquer ici sur Paul. Voilà. Vous vous souvenez que le numéro SOSA numéro 1, c'était pas Céline Dessieux, c'était un autre frère de Céline. Donc en fait, Céline, elle n'a pas de numéro de SOSA, et c'est seulement son père, ici, Claude, qui a le numéro 4.
Donc en fait, non, le numéro 1, c'est même pas un frère de Céline, c'est un neveu ou une nièce de Céline. Ici, j'ai, vous voyez, le SOSA 4 qui est écrit sur mon écran. Ici, pour Claude et Marcel. Donc eux deux ont bien le petit carré en haut à gauche pour préciser que c'est des éléments, des personnes de la famille directe. Et par contre, quand je regarde ces deux personnes-là, ici et Paul, eux ne sont pas considérés dans la famille directe puisqu'ils n'ont pas de numéro SOSA. Et je n'ai pas le petit carré en haut à gauche des cases. Donc ce petit paramétrage, il peut être fait en fait sur n'importe quel modèle d'arbre généalogique. Ici, on a fait un autre choix. Dans cet arbre généalogique, vous voyez, on a fait un petit décroché aussi dans la case, et on l'a fait des deux côtés. Et donc on voit comme ça tout de suite que Gilles Dessieux, lui, n'est pas dans la famille directe, Céline non plus, et lui, par contre, Philippe, on voit qu'il a son petit crochet, vous voyez. Alors quand je clique la case, elle est sélectionnée, le petit découpé arrive. Quand je désélectionne la case, c'est juste une petite entaille qui se met dans la case que je peux percevoir comme ça en haut à gauche et à droite de chacune des cases. Donc voilà une façon esthétique de l'avoir fait. Mais là encore, vous voyez, c'est un choix qui a été fait pour le modèle 1. Et bien sûr, grâce au paramétrage de cases, on peut complètement retravailler cette façon de faire pour que vous ayez vous-même vos propres formats de cases. Et donc, il faut un petit apprentissage là pour s'amuser à construire des modèles de cases de son choix. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à creuser. Là encore, je me permettrai de vous reporter au passeport. Ce sont des vidéos j'en ai déjà parlé, mais c'est des vidéos qu'on commercialise, que j'ai enregistrées. On a des heures d'enregistrement qui sont intéressantes. Enfin, intéressantes, oui, c'est moi qui les ai dites, elles sont intéressantes. Non, plus facilement, l'idée, c'est de se dire que j'ai passé du temps à expliquer et vous montrer aussi les choses pas à pas. Et ainsi, vous avez vraiment la possibilité d'écouter ce cours et voilà, et d'appliquer et de pouvoir ensuite faire des cases vraiment comme vous l'entendez. Alors j'ai plein de questions qui arrivent, c'est compliqué de répondre à tout. J'essaye de voir un peu les données qu'on me retranscrit. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Bon, on a beaucoup parlé là de la partie généalogique et de l'écran de saisie. Écoutez, je vais essayer de vous parler un petit peu maintenant également de... Tout à l'heure, on a vu une donnée, non, on n'a pas encore vu mes différents onglets. J'étais arrivé sur mes onglets ici, vous voyez, vous vous souvenez, parents, enfants, frères et sœurs, conjoints. Je voulais vous parler de la partie relations et citations. En fait, c'est ce qui me permet aujourd'hui, dans relations et citations, d'avoir la possibilité de noter des citations, des relations supplémentaires au niveau d'une fiche de personne. Et ensuite, une fois que j'ai noté ici ces relations et citations dans cette liste, eh bien, ça me permet en fait de pouvoir avoir sur le graphique directement des liaisons supplémentaires. Regardez, par rapport ici à la case de Céline, par exemple, Dessieux, eh bien, j'ai noté dans la relation et citation 2 personnes. J'ai noté Pierre Dessieux en relation et citation. Donc, j'ai considéré que Céline et Pierre étaient en relation. Et puis, j'ai considéré aussi que Céline et François étaient aussi en relation ici. Enfin, ici. J'ai inscrit que ces 2 personnes avaient des relations privilégiées. Et le fait d'avoir ajouté une relation privilégiée sur mon écran ici de mon onglet relations, eh bien automatiquement, Généatique peut demander, enfin vous affiche automatiquement les liaisons et les personnes correspondantes. Alors, ces liaisons, elles ne s'affichent en fait que quand la fiche est en case centrale. Vous voyez, si je bascule en double-cliquant sur la case de Gilles ou en double-cliquant sur la case de Charlotte, vous voyez, c'est quand je mets Charlotte au centre de l'écran que les liaisons éventuellement apparaissent. Si je mets Philippe Dessieux au centre, si je remets Céline Dessieux en case centrale, je double-clique pour ça, et bien c'est quand je double-clique sur une case que je verrai apparaître, voyez, les liaisons ainsi particulières, ces liaisons qui se rajoutent automatiquement. Donc ça peut ajouter des liaisons avec des personnes qui sont présentes déjà sur mon arbre généalogique. Donc là, ici, Céline, on a mis une relation privilégiée avec son oncle Pierre, et donc l'oncle Pierre est déjà sur l'arbre généalogique. Donc on a rajouté cette liaison entre Céline et Pierre. Et puis, pour ici le cas de cette personne François que j'ai créée, eh bien, cette fiche François Le Rebourg, elle a été ajoutée sur l'arbre puisque c'est une pièce qui apparemment n'est pas dans cette généalogie. Ou alors, si elle l'est, elle n'est pas dans les personnes proches là qui sont affichées en relation de cette personne Céline Dessieux. Donc, puisque cette personne n'apparaissait pas sur l'arbre, alors Généatique a rajouté une case, vous voyez, sur l'arbre généalogique. Et cette case ajoutée, il l'a placée en proximité. Il l'a placée en proximité et au même niveau pour que ce soit pas loin, pas trop éloigné.
Si jamais ce François Lerebourg, on lui avait mis une date de naissance plutôt proche de celle des parents de Céline, alors ce François Lerebourg aurait été automatiquement placé un cran au-dessus. En fait, Généatique essaye de positionner la case par rapport, vous voyez, à la génération auquel correspond cette personne qui est rajoutée. Si c'est plutôt une personne de la génération de ses parents, eh bien cette personne sera automatiquement placée un cran au-dessus. Voilà également une fonctionnalité intéressante et nouvelle de Généatique 2021. Alors, l'heure tourne, il est déjà 11h05, ça fait déjà presque une heure qu'on est, enfin un peu moins d'une heure qu'on est ensemble. Je vous ai parlé des arbres généalogiques et tout à l'heure, je ne vous ai pas montré l'intégralité des modèles qui sont disponibles dans le logiciel. Vous voyez, vous avez cette icône qui est à gauche, ici, afficher la fenêtre pour le choix d'un modèle d'arbre. Eh bien, quand vous cliquez directement ici, vous voyez, vous avez à ce moment-là, à gauche, l'écran qui s'ouvre avec les différents modèles d'arbres généalogiques. Et donc, vous avez la possibilité simplement, vous voyez, de survoler un modèle d'arbre généalogique. Et en survolant un modèle d'arbre généalogique, simplement en cliquant, eh bien automatiquement, Généatique transforme l'écran central avec le modèle que j'ai choisi. Donc vous avez des modèles avec des couleurs, vous avez des modèles avec des cases très sobres, vous voyez, avec seulement les années de naissance, décès, là une case plus développée, vous avez peut-être avec des photos, peut-être avec des... enfin voilà, c'est très très divers, vous voyez ici par exemple avec des formes graphiques, avec des enluminures, donc c'est très esthétique, c'est très élégant. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, comme je vous disais, c'est très diversifié. Et je vous invite vraiment à faire un tour de tous ces modèles qui sont disponibles, qui sont classés par catégorie. Vous avez des modèles évidemment type artistique également. Vous voyez par exemple des choses comme ça avec, vous voyez, regardez, un arbre de vie. Vous avez des choses avec des petits oiseaux un peu plus enfantins, vous voyez, c'est éventuellement pour un anniversaire d'un enfant, pourquoi pas. Des formes parchemin, vous voyez ici, avec vous allez voir une mise en page très particulière. Tous ces documents, vous voyez, peuvent être facilement accessibles à l'écran et directement visibles. Alors, une fois que j'ai choisi un modèle, là vous avez des modèles, vous voyez, très, très élégants aussi, avec des feuillages, avec des, ou alors plutôt vintage, enfin, il y en a voilà, des sortes à découvrir, même moi je ne me souvenais plus qu'on avait autant de choses. Voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, donc n'hésitez pas à de temps en temps refaire un tour de tous ces modèles que vous avez là. Chaque fois qu'on sort des nouvelles versions du logiciel, donc là c'est Généatique 2021, on a à chaque fois ajouté des modèles d'arbres généalogiques, donc depuis maintenant plus de 30 ans que nous avons créé la première version du logiciel, évidemment, comprenez bien qu'on a eu plein d'idées et qu'on a pu comme ça répondre à toutes les questions qu'on nous pose. Donc toutes ces questions qu'on nous pose aujourd'hui, on a beaucoup réfléchi à tout ça et on a apporté des éléments de réponse. Donc, évidemment, maintenant, toute la chose, c'est qu'on puisse partager avec vous tout ce qu'on a pu mettre en place au niveau du logiciel, d'où ce rendez-vous d'aujourd'hui pour essayer de continuer un peu à mieux vous faire connaître toutes les spécificités du logiciel. Mais évidemment, en une heure, on ne peut jamais voir 300% des fonctionnalités. Alors, moi, je voulais vous montrer la partie arbre généalogique que vous avez là. Et puis, après, je voulais vous dire, maintenant qu'on a choisi l'arbre à l'écran, et comment je fais pour l'imprimer, puisque l'avoir à l'écran, c'est bien, mais enfin, l'intérêt, c'est de le partager. Même si on est beaucoup virtuel aujourd'hui avec notre monde et les questions sanitaires, on peut quand même imprimer, vous voyez, un arbre généalogique et on peut le transmettre. On peut encore écrire une lettre et envoyer par courrier peut-être ce bel arbre généalogique que vous avez imprimé. Parce que vous allez pouvoir l'imprimer sur une belle feuille, peut-être à la maison, sur un papier de qualité. Vous savez que maintenant, les papiers, on peut en trouver aussi avec du grain, on peut en trouver papier photo, on peut trouver des très beaux papiers et qui vont pouvoir faire des très beaux résultats sur l'imprimante à la maison. Alors, pour imprimer, comme je vous proposais, on va ici prendre le petit bouton impression et moi, je vous propose dans un premier temps de faire un aperçu, vous voyez, ici, en choisissant le bouton aperçu et configuration. Alors comme ça, vous avez voilà, la mise en page qui se prépare. Alors ici, j'ai mon arbre généalogique qui apparaît. Là, j'ai la page. Vous voyez, le contour global, c'est la page. Alors, je ne vois pas bien ma page. Je peux faire zoom arrière pour peut-être avoir comme ça l'intégralité de la page. Là, ce que je constate, c'est que ma page, j'ai choisi, vous voyez, dans la partie mise en page, enfin, vous ne voyez pas encore parce que je n'ai pas encore choisi l'option, mais dans propriété de l'imprimante, regardez, propriété de l'imprimante, ici, vous voyez, je vois que le papier est en paysage. Donc c'est la paysage, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire que ma feuille est à l'horizontale, hein, le grand côté est dans la largeur. Et donc ici, mon arbre est plutôt carré, donc je pourrais peut-être faire en sorte qu'il prenne toute la hauteur au moins de la page, et qu'ensuite également ce document soit centré sur la largeur du document. Alors pour ça, eh bien, je peux demander à Généatique, très simplement ici, en cliquant sur le bouton,
ajuster à une page. Vous voyez? Et en cliquant ici sur le bouton ajuster à une page, eh bien directement, Généatique va faire le centrage. Alors, en fait, là je trouve que le centrage n'est pas extraordinaire. Alors, c'est un petit défaut qui peut apparaître par rapport au fait que, vous voyez, les cases dans l'arbre généalogique, en fait, elles sont par-dessus une image, et que cette image n'est pas elle-même centrée, en fait, par rapport à l'arbre généalogique. Donc là, le logiciel a pas su se débrouiller, manifestement, il a centré les cases, mais il n'a pas centré l'image qui était en fond d'arbre. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave, il suffit simplement de modifier un petit peu ce réglage. Regardez, ici, vous avez tous les choix pour très bien dire, je vais ici modifier les marges. On peut ici changer, vous voyez, la marge haute, mettre 0. On peut peut-être même mettre une marge peut-être un peu plus importante pour la marge basse. Donc peut-être ici, je peux... non, je ne peux pas ici le modifier comme ça. Alors, au niveau de la marge en largeur, je vais pouvoir effectivement augmenter, vous voyez, le côté gauche pour décaler à nouveau un peu plus mon arbre et un petit peu mieux le centrer. Voilà, bon, c'est pas tout à fait automatique, mais enfin bon, très simplement, on peut le faire ici et avoir le rendu qui est un peu mieux. Alors, ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est, vous voyez, le grossissement. Le coefficient d'impression ici, on peut peut-être le grossir. En fait, en grossissant le coefficient d'impression, ça va faire que mon arbre va être un peu plus gros. Et peut-être qu'en étant un peu plus gros, je vais pouvoir utiliser un peu plus d'espace sur la feuille. Alors, je vais retravailler un peu les marges pour... ah oui, là, je pense que je vais être bloqué sur la hauteur. Bon, cet arbre-là, il est pas facile à manipuler. Alors là, il faudrait peut-être que je diminue cette fois-ci la marge gauche pour le recentrer du coup sur une page. Voilà. Ça dit, j'ai grossi un peu trop parce que là, bon, ça dépasse un peu en hauteur. Alors, ça peut aussi être une possibilité de pouvoir dire, moi, je veux faire un petit panneau, je prépare une fête de mariage ou je prépare un bel anniversaire. Et peut-être que ce document, j'ai envie de l'avoir, non pas sur une seule page, parce qu'il serait trop petit, mais je voudrais le préparer sur un plus grand tableau et peut-être avoir 4 pages à assembler. Bah, c'est un petit peu ce que là, je me disais que ça me faisait penser. Je me disais, tiens, je vais demander au logiciel regardez, d'ajuster la dimension. Mais cette fois-ci, ajuster la dimension sur les 4 pages. Et ça permet comme ça d'avoir mon arbre sur les 4 feuilles. Là, je pourrais le grossir un peu encore pour que ça prenne un peu plus de largeur, un peu plus de hauteur. Et comme ça, faire que mon arbre, du coup, soit un peu plus gros. Et ensuite, il me restera le travail d'impression et d'assemblage. Et j'aurai mes 4 feuilles à assembler pour faire un très grand tableau. Alors, cela dit, la mosaïque et le découpage et ce petit travail ce travail manuel, on peut tout à fait aussi demander au CDIP d'imprimer éventuellement cet arbre généalogique sur un très grand papier. Effectivement, au CDIP, on a des tables traçantes et donc on peut vous proposer ce service d'impression. C'est ce qu'on vous propose ici, vous voyez, par le bouton commander. Commander une impression d'arbre en ligne. Et là, en ce moment, pour les fêtes, on a beaucoup de demandes, puisque effectivement, c'est un cadeau par excellence, de pouvoir vous commander votre impression d'arbre. Donc là aussi, vous choisissez la taille du papier, vous choisissez la largeur, le grossissement, et Généatique calcule automatiquement le coût correspondant à l'impression, hein, et donc vous donne le prix. Et donc, il faut compter une trentaine d'euros comme premier prix pour un premier petit tableau. Et après, plus ça va être grand, plus le papier va être de grande surface, plus le prix va augmenter en proportion. On peut aller jusqu'à un format A0. Donc le format A0, c'est fait plus que 90 cm de haut sur 1 mètre de large. Donc c'est comme ça un très très grand document. Par exemple, pour un arbre circulaire ou pour une généalogie de descendance qui peut facilement faire 10, 15, 20 mètres, hein, parfois. On a des très très grosses généalogies qui peuvent être imprimées. On peut choisir un papier de petite largeur et de très grande largeur. À ce moment-là, le prix est calculé par rapport à la surface. Donc vous voyez, si vous diminuez un peu la hauteur du document, elle peut s'allonger et on peut avoir un prix très très raisonnable. Hein, donc c'est tout à fait accessible. Je vous invite à y faire un tour et à passer votre commande comme vous le souhaitez. Là, pour les fêtes, prévoyez un petit peu de temps de délai. Il faut que nos équipes puissent prendre le temps de vérifier vos documents et de les envoyer sur le matériel pour les imprimer. Donc, ne soyez pas au dernier moment à commander vos documents. Merci d'avance. Voilà la partie paramétrage d'impression que je voulais vous présenter avec
cet arbre artistique. Alors, j'essaie de prendre un petit peu une petite séance de questions. Alors, de quoi je vais vous parler? Sur les arbres, je vous ai pas mal dit de choses. Alors, donc, qu'est-ce que je peux... Alors, j'ai une question sur... je vois ici pour une version pour le Mac. J'ai souvent la question, effectivement, sur les ordinateurs. Oui, parce que j'ai pas encore parlé des choses, mais ici, Généatique. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne sous Windows. Donc, en termes de matériel, il vous faut un ordinateur PC sous Windows. Alors, vous savez qu'effectivement, il y a aussi des ordinateurs qui ne sont pas sous Windows, enfin, de manière native. On trouve les ordinateurs qui sont qu'on appelle des ordinateurs de type Apple, qui sont on appelle ça des Mac, Macintosh. Et ces ordinateurs Mac, en fait, ne sont pas nativement, enfin, de base, sous Windows. Ils ont un autre système qui est le système des Mac. Et on a bien sûr un grand nombre de personnes qui utilisent ces ordinateurs Mac, qui sont également des ordinateurs très intéressants, avec des beaux écrans, un peu plus chers souvent, mais de très bonne qualité. Et ces matériels, en fait, sont capables de disposer du système Windows. Et aujourd'hui, vous avez en fait un dispositif qui s'appelle Parallel Desktop, qui est un logiciel qu'il faut installer sur ce Mac. Et avec ce logiciel Parallel Desktop, enfin, ça c'est un éditeur, mais ce n'est pas le seul, ben, c'est une solution logicielle qui permet ensuite de pouvoir installer votre logiciel Généatique sur votre ordinateur Mac. Et ça marche très bien. J'ai vraiment des personnes qui sont très très contentes de cette utilisation de l'ordinateur Mac avec Généatique. Donc, certains diront, oui, mais ce n'est pas un vrai logiciel pour Mac. Oui, certes, mais c'est très très performant. Aujourd'hui, les Mac utilisent les mêmes processeurs, sur la partie technique, les mêmes processeurs que les ordinateurs type Windows, processeurs Intel. Et donc, autant il y a quelques années, c'était pas le cas, et quand ce mécanisme était possible, c'était assez lent d'utilisation. Le logiciel faisait de l'émulation et c'était assez lent à utiliser. Aujourd'hui, c'est vraiment des outils professionnels qui sont utilisés par tous. Et donc aujourd'hui, les Mac ou les Windows, enfin les PC Windows, sont très capables d'utiliser effectivement ces logiciels sous Windows comme Généatique, qui sont des logiciels malgré tout pas si lourds que ça dans l'utilisation, si vous comparez avec des outils de conception vidéo, où là il nous faut des ressources graphiques très importantes. Pour Généatique, c'est très très satisfaisant et il n'y a vraiment aucune difficulté à utiliser un Mac avec ces logiciels complémentaires. Ça complique un tout petit peu la mise en œuvre, mais enfin bon, une fois que l'installation est faite, peut-être soyez accompagné pour le faire. Une fois que c'est fait, c'est très confortable et très utilisable, et très performant. Soyez rassurés. Alors, au niveau des différentes fonctionnalités, on a vu ici la partie généalogique, la partie graphique. Bien sûr, quand on a, j'ai vu une question là sur la partie Adobe, lorsque vous avez en fait un arbre généalogique que vous avez à l'écran, peut-être vous n'avez pas envie de l'imprimer comme immédiatement à la maison. Vous pouvez bien sûr aussi demander à faire un export et vous pouvez choisir à exporter le document au format PDF. Et comme ça, du coup, vous aurez la possibilité de récupérer le fichier image de l'arbre généalogique. Et peut-être que vous préférerez ce fichier image le mettre en pièce jointe d'un message. Ça, c'est aussi tout à fait possible dans l'utilisation. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre comme information? Écoutez, je me laisse encore un quart d'heure peut-être de présentation, parce qu'on a plein de sujets à aborder ensemble, donc on va déborder un petit peu pour ceux qui veulent. Ceux qui ne peuvent pas déborder sur la séance, il est déjà 11h18. Bah, écoutez, je vous remercie déjà de votre attention. Là, actuellement, on a 102 personnes qui sont connectées en direct. Donc, je continue un petit peu à essayer de répondre à vos questions le plus possible, mais certainement, je ne répondrai pas à toutes les questions. Alors, de quoi je peux vous parler maintenant? Alors, on a parlé des ordinateurs. Les questions sont très très pointues. C'est important que je puisse aller dans le détail de ces fonctionnalités. Alors, une notion importante, effectivement, c'est la notion d'implex. J'ai pas trop parlé des implex. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les implex. Je vais peut-être en reparler quelques instants. Pour en reparler, je vais me remettre sur mon arbre généalogique ici de base. Imaginons que je suis sur la case de Philippe Dessieux ici. Oui, il y a eu une question sur les implex. Alors, qu'est-ce que c'est que les implex? Les implex, en fait, ce sont le fait qu'une personne se trouve 2 fois dans l'ascendance d'une personne. Imaginez que le grand-père ou l'arrière-grand-père ici de Philippe Dessieux
finalement, en passant par la branche maternelle, et donc je vais atteindre l'arrière-grand-père d'un côté, je vais descendre d'un cran, excusez-moi, je vais descendre d'un cran ici, et puis je vais demander à Généatique de m'afficher une génération de plus. Vous voyez, je peux faire le petit plus comme ça, je peux développer. Je vais ici développer encore. Et puis de ce côté-ci, peut-être, je ne sais pas si je peux développer. Voilà. Par exemple ici, Turgot, je développe comme ça. Eh bien, imaginez que pour Martin Dessieux, du côté de la branche paternelle, comme ça, quand je remonte, vous voyez, je tombe sur le grand-père ici, Jean Dessieux, ou ici la grand-mère, Joséphine Morand. Eh bien, on va dire qu'il y a un plex lorsque, quand je remonte par une autre branche, imaginons que la mère de Marcel soit aussi Joséphine Morand. Oui, c'est possible, dans votre généalogie, de retrouver finalement 2 fois ou plus le même ancêtre. Eh bien, dans ces cas-là, c'est ce que l'on appelle un cas d'implex. Voilà, implex veut dire on trouve plusieurs fois le même ancêtre. Alors, en général, qu'on le trouve une fois, évidemment, si on trouve la grand-mère de ce côté-ci et aussi la grand-mère de ce côté-là, alors évidemment, après, les parents de la grand-mère, des 2 côtés, sont les mêmes. Et puis, les 4 grands-parents, etc., sont aussi les mêmes. Et comme ça, plus on va remonter, et plus on va trouver, évidemment, toute cette fiche en doublon, tout ce paquet de branches qui va être en doublon. Eh bien, on va pouvoir dire à Généatique, je veux gérer l'implex, je veux que tu arranges un petit peu l'arbre généalogique, et on peut demander à Généatique, grâce à l'option qui est présente dans les paramétrages de l'arbre, hein, vous avez ici le paramétrage de l'arbre, quand je coche ici, vous avez ce petit écran de paramétrage avec le nombre de générations qu'on peut aussi choisir facilement en ascendance, en descendance. Eh bien, ici, vous avez l'option activer la gestion des implex. Et cette option, le fait de cocher cette case, activer la gestion des implex, ça va permettre de finalement d'éviter de dupliquer, voyez, toute la branche qui se retrouve en double ou en triple sur votre arbre généalogique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous avez un arbre généalogique avec un implex, on disait, eh bien, on a 2 fois la même personne. Et je vous disais que toute l'ascendance était répétée. Eh bien, en cochant l'option implex, on va automatiquement supprimer une partie de l'arbre et on va faire une liaison pour connecter ces 2 personnes et ainsi pouvoir graphiquement voir ce qui se passe au niveau des implex. Alors, je vais essayer de vous le montrer sur une généalogie. Alors, est-ce que j'ai ça ici? Non, en fait, j'ai pas préparé mon truc là, je ne sais pas vous le montrer. Il faudrait que je crée en fait on peut peut-être le faire ici. Regardez, sur cette case ici de Yvonne Dumont, je vais dire que la mère de Yvonne, c'est aussi Catherine Direr. Comme ça, on va construire un implex ensemble. Donc ici, je suis avec Yvonne Dumont. Je vais aller sur la partie parents. Dans la partie parents, je vais inscrire ici la mère. Donc, je vais ici écrire Direr. Je vais ici écrire Catherine. Là, j'ai choisi l'homonyme Catherine Direr, c'est bien elle. Je sélectionne la personne. Alors le père, bah non, c'est pas Dessieux Guillaume, donc lui, le père, il n'est pas identifié. Je confirme par OK. Donc le père est inconnu et la grand-mère, c'est Catherine Direr. Voilà. Donc là maintenant, j'ai l'implex qui a été activé. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'implex? On va peut-être changer de modèle d'arbre pour voir un petit peu la situation. Je vais mettre mon écran de saisie ici en plus petit pour avoir plus de place sur mon arbre généalogique. Alors, où est-ce que j'étais déjà? J'étais sur Yvonne Dumont. Non. Oui, c'est ça. Yvonne Dumont qui était là-haut, pardon. J'ai perdu le fil. Donc là, voilà, on a Catherine Direr qui est ici. Vous vous souvenez? Et puis, on a Dessieux par là. Alors, je vais demander à Généatique d'avoir davantage de générations dans mon arbre. Je vais peut-être reprendre le mode 1, c'était pas plus mal finalement. Et je vais, dans les paramétrages de mon arbre, je vais demander à faire apparaître davantage de générations. 6 générations par exemple. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe dans mon arbre. Ça, je vais le cacher. Et je vais prendre un peu de recul ici avec la loupe, le zoom arrière. Voilà. Vous voyez en fait ce qui se passe sur mon arbre ici. On a fait apparaître cette grosse bande ici bleue en arrière-plan pour connecter en fait les 2 cases. La case de Catherine Direr qui apparaît ici et la case de Catherine Direr qui apparaît à droite. Et comme ça, vous avez en fait ces 2 cases qui sont les mêmes,
finalement. Et pour qu'on vous précise que ce sont les mêmes cases, Généatique a fait en arrière-plan cette liaison pour montrer que c'est ces deux cases qui sont identiques. Alors là, c'est un trait qui a été choisi horizontal. C'est pas forcément la seule possibilité. On peut, dans la partie paramétrage de l'arbre, s'intéresser, dans les paramétrages avancés, à voir la partie de l'implex, comment on veut en fait traiter l'implex. Et on peut vouloir avoir une liaison, vous voyez, comme ça, un peu arrondie. Et ça permet d'avoir quelque chose de parfois plus élégant. Et le niveau de la liaison de l'épaisseur, on peut aussi choisir d'avoir un trait d'épaisseur de 5 pixels, par exemple. Alors regardez, on va faire, je mets ça sur un autre écran. Ah, je ne sais pas si vous avez un deuxième écran chez vous, mais si vous avez un deuxième écran, Généatique gère parfaitement aussi le deuxième écran. Bon là, en projection, enfin en captation Facebook, j'ai pas deux écrans projetés, mais moi là où je suis, j'ai mes deux écrans, donc je peux avoir un écran à côté, et du coup j'ai une fenêtre, et bien je l'ai glissé sur l'écran d'à côté. Vous voyez, j'en ai un petit bout là qui dépasse. Et si je fais appliquer, ça me permet en fait de garder, vous voyez, l'écran d'un côté et de pouvoir choisir différentes choses. Alors là ici, vous voyez, j'ai plutôt choisi différentes choses. Là, je peux mettre différents réglages pour choisir la courbure. Je peux demander d'avoir la courbure vers le haut ou vers le bas. Regardez, si je fais ici appliquer, j'augmente la hauteur de la courbe, appliquer. Vous voyez, cette courbe, elle passe plus haut. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'ai fait. Là, ici, vous voyez, la liaison, elle est différente. Maintenant, elle est plus fine et elle permet de connecter facilement les deux personnes. Voilà, c'est un exemple de paramétrage au niveau d'implex ici qui permet de voir l'implex. Et quand on a un implex, parfois, il n'y en a pas qu'un seul dans un arbre généalogique, on peut en avoir plusieurs. Donc, il peut y avoir plusieurs, comme ça, liaisons qui viennent présenter le fait que ces différentes cases sont connectées en implex. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Regardez, Catherine Direr, donc la partie des parents. Cet écran, je vais le fermer parce qu'il m'encombre. Voilà, cette personne, Catherine Direr, vous voyez, ce qui est au-dessus a automatiquement été masqué. Et grâce à cette liaison, je suis le trait, je retrouve Catherine Direr. Et là, je peux remonter les branches au-dessus de Catherine Direr. Donc ça permet d'éviter d'avoir, vous voyez, le doublon de toute la branche de l'ascendance. Ici, ça restera vide, et ici, j'aurai toute l'ascendance de ce côté-ci de Catherine Direr. L'idée, c'est que voilà, on peut masquer automatiquement cette partie-là. Il y a toujours un petit bouton plus qui me précise que c'est pas en fait arrêté. Hein, c'est bien pour comprendre qu'il y a bien une suite, mais cette suite, on la retrouve de l'autre côté, directement. Voilà un petit peu la façon de gérer les implex. Voilà, je commence à avoir des messages de personnes qui me disent que c'est très intéressant, mais qu'il faut partir. Et oui, il faut s'arrêter un jour. On avait prévu 1 heure. On a dépassé déjà un petit peu ce temps. Évidemment, on a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui. Je vous invite en fait à participer également à notre forum. On a un forum gratuit d'échange pour la généalogie. Pour ça, en fait, il vous suffit juste de prendre sur Internet le lien qui est forum.geneatique.com. Regardez, je vous le présente ici à l'écran. Vous avez ici le lien forum, et comme ça, vous avez en fait directement l'accès au forum disponible. Et donc, vous avez la possibilité de poser vos questions gratuitement sur le forum de Généatique. Donc voilà, c'est vraiment un site intéressant, c'est un site gratuit, le forum de généalogie, et vous allez pouvoir poser aussi toutes les questions et aussi peut-être participer. N'hésitez pas à répondre également à des personnes qui auraient des questions dont vous connaîtrez la réponse. C'est important de partager vos connaissances. Et je pense que si vous aussi vous apportez des réponses à des questions, eh bien, vous allez poser des questions avancées, et comme ça, vous allez pouvoir échanger et progresser dans l'utilisation du logiciel. Bon, vous voyez là, ici, sur le forum, on parle de Singapour, on parle des illustrations, on parle de Généatique 2021, on parle de petits blocages qui sont résolus, on parle peut-être d'innovation, de nouveautés. Voilà, tout ce que vous avez a priori à nous dire, vous pouvez aussi le faire sur le forum très facilement, très simplement. Et il y a beaucoup d'activités sur le forum. Vous voyez là, des messages du 3 décembre, du 4 décembre, du 5 décembre, etc. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à participer activement à ce forum. On vous en remerciera, parce qu'on a aussi, comme vous le savez, une assistance technique, hein, en pouvant écrire à l'assistance technique, réserver l'assistance technique pour peut-être les choses qui vraiment vous embêtent et sont très bloquantes pour vous.
Et peut-être que notre support technique aujourd'hui, on a 3 personnes qui sont actuellement en charge de l'assistance. Ils ont du mal à faire face. On a des centaines de messages aujourd'hui qui sont encore en souffrance de traitement. Donc voilà, essayez d'utiliser avec modération l'assistance technique et peut-être profiter du forum pour mieux partager éventuellement les éléments. Voilà, écoutez, la vidéo, vous devriez pouvoir la retrouver sur les sites YouTube et sur le site Facebook. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon dimanche et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on reste à votre disposition, bien sûr, à travers le forum, à travers Facebook, pour continuer à partager les choses au niveau du logiciel de Géniatique. Merci, bonne journée, au plaisir, à bientôt.